Aujourd'hui, nous accueillons Lisa Schwenke, titulaire d'un master en sciences politiques. Elle est candidate au doctorat en études cinématographiques et en littérature comparée, en co-tutelle avec l'Université de Montréal et l'Université d'Aix-Marseille. Elle est aussi membre du laboratoire Sensibilité queer et du Centre universitaire d'études et de recherche médiévale d'Aix-en-Provence. Elle est également membre du collectif de jeunes chercheuses Frontières et du Centre de recherche interdisciplinaire sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et l'équité, le CRIJAD. Sa spécialisation est dans l'étude des pratiques socioculturelles aux États-Unis depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et sa thèse analyse notamment les rapports paradoxaux qu'entretiennent le cinéma états-unien pour enfants et l'héritage européen fantasmé. Donc, plus précisément, l'héritage littéraire, les contes de fées et historiques, le Moyen Âge. Alors, sur ce, Lisa, je vous laisse la parole pour votre présentation. Merci. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation et merci d'être là. Donc, effectivement, moi, je suis candidate au doctorat, donc c'est des recherches qui sont en cours. Donc, voilà, tout avis, tout conseil me sera très précieux par la suite. Donc, voilà, le thème de ma thèse a été présenté. Donc, pour moi, il y a vraiment un intérêt particulier à étudier les films et les séries pour enfants, non seulement parce que c'est des œuvres qui ont peu attiré l'attention de la recherche, mais aussi parce qu'elles ont un rapport à la norme et l'identité nationale qui est très fort. Déjà parce que, d'une part, les enfants incarnent dans les sociétés occidentales actuelles des valeurs de pureté et d'innocence, et d'autre part parce que les enfants incarnent aussi l'avenir, le futur. Donc il y a tout un aspect de projection dans le futur qui s'incarne dans les films et séries à leur rencontre. Et un lien qui est d'autant plus intéressant quand on regarde les représentations du passé, puisqu'il y a voilà, une idée de lier passé, présent et futur. Donc ça, c'est du côté de l'intention créative et idéologique des adultes envers les enfants. Et du côté des enfants, il y a aussi un impact, parce que les enfants passent beaucoup de temps devant les écrans, et que voilà, ça leur sert, les films qu'ils regardent leur servent de modèle d'identification. Et à ça s'ajoute le fait que les représentations de minorités ont une importance fondamentale dans la construction identitaire des publics concernés. Donc, les représentations médiatiques ont un rôle crucial dans la production, la reproduction des discriminations. Euh, donc, bien sûr, c'est difficile de comprendre l'interprétation des enfants, c'est un tout autre type d'étude. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le discours pédagogique qui articule des normes contemporaines, qui est donc un discours d'adulte où les concernés sont attendus. Aujourd'hui, je vais vous parler des représentations de personnages féminins, LGBT et non blancs dans des œuvres qui jusque-là étaient sexistes, queerphobes et blanches, à savoir les films et séries précisément de contes de fées. Euh, En effet, donc voilà, si je pense un peu aux premières adaptations de contes de fées, j'ai mis quelques exemples. On avait des personnages féminins passifs, des personnages LGBT qui étaient à la fois invisibilisés et dangereux, et des sociétés entièrement blanches. Donc l'intégration des personnages, des premiers personnages non blancs, des personnages féminins forts et des personnages LGBT, disons positifs, a commencé un peu dans les années 90. Puis elle a grandi dans les années 2000 et elle s'est beaucoup accélérée dans les années 2010. Où voilà, on va avoir des personnages marginaux qui incarnent des héros et héroïnes de contes de fées, mis en avant comme des figures s'opposant à l'ordre établi. Par exemple, je vous ai mis quelques exemples d'introduction dans ces œuvres. Donc, ce sont des films, mais qui ont un peu souvent une voix off qui introduit l'œuvre. Donc, on a un peu cette idée d'une nouvelle histoire qu'on va dire différemment. Là, on a an old story, a new, mais dans l'idée de cette histoire-là, ce royaume-là, c'est le royaume de la tradition. Il y a a Greedy King, il y a Bound by Tradition, et tout ça, on va essayer de le changer. Donc, il y a une idée de, on reprend les contes de fées et on va essayer de les changer. En bas à gauche, vous voyez, ça c'est l'introduction de Shrek. Mais dans Shrek, on a voilà, vraiment l'idée de Shrek déchire la page. Il va changer. Nous, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de différent. Et donc à ce moment-là, les méchants, ça devient souvent des figures d'ailleurs de royauté, de rois, de reines, et parfois aussi de parents qui vont incarner l'ordre, le pouvoir, la perfection, la tradition. Et donc les personnages, les nouveaux personnages, vont plutôt être voilà, ce qui va casser, briser la tradition. Donc ça, c'est voilà, le personnage des années voilà, 2000 qui commence un peu à changer cette ancienne représentation.
Et ces nouveaux récits, donc, ils sont très opposés avec ceux qui existaient avant. Donc, ce qui est intéressant pour moi dans ce phénomène, c'est vraiment qu'on passe très rapidement d'une invisibilisation très importante, voire totale, à tout d'un coup une visibilité très forte, voire une hyper-visibilité. Donc là, je vous ai mis un peu en exemple quelques chiffres de la GLAAD, donc, qui recense depuis 2012 pour le cinéma et depuis 2005 pour la télévision la présence de personnages LGBT. Donc on voit qu'on passe très rapidement, en 10 ans par exemple au cinéma, de 13,8% à quasiment 30% de personnages LGBT. Et ça c'est à la télévision, donc pareil, on a une augmentation qui est significative. Et donc ça crée des paradoxes dans les œuvres elles-mêmes et à l'extérieur avec les réactions virulentes des spectateurs, qu'on soit pour ou contre ou pour différentes raisons. En tout cas, ça provoque des réactions. Donc, on a donc des univers qui sont, on l'a compris maintenant, magiques, un peu passéistes, et qui ont été codifiés pendant des décennies. Et ces dernières années, donc, un changement important de code, avec donc des confusions qui apparaissent, donc, voire des incohérences fictionnelles dans les œuvres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est intéressant de les déceler parce que les repérer et les analyser, ça permet d'étudier peut-être des points de friction ou de rupture dans la culture états-unienne. Donc, une culture qui est en pleine crise. Et ensuite, donc, on a les réactions face à ces changements rapides qui sont elles aussi intéressantes à analyser. Donc, bien sûr, les polémiques ou les réactions ne sont pas binaires. Par exemple, les oppositions à ces changements ne sont pas nécessairement des réactions conservatrices. Il y en a, certes. Là, je vous en ai mis un exemple. On peut citer le psychologue polémique Jordan Peterson, qui lui pense que Elsa, qui est donc l'héroïne de La Reine des Neiges, ne devrait pas être homosexuelle parce qu'elle provient d'un conte de fées. Ce à quoi d'autres vont répondre que l'auteur du conte de fées, Hans Christian Andersen, était homosexuel. Donc là, on a un peu un exemple d'un débat sur la sexualité d'un personnage qui va tourner autour de l'origine littéraire, etc. Mais la visibilité, elle n'est pas nécessairement équivalente à plus d'égalité ou moins de discrimination. Et donc, ce n'est pas toujours perçu comme quelque chose de positif. Déjà, il y a la crainte d'une inclusion de façade et donc fausse. Et ensuite, il y a la crainte que si c'est mal intégré, ça crée un backlash d'autant plus important. Par exemple, des films avec un féminisme voilà, grossièrement intégré, peu subtil, voire mal écrit à la Cendrillon de Kay Cannon qui est sorti en 2021. Euh, donc ça peut apparaître comme vecteur ou provocateur de violence envers les féministes plutôt que l'inverse, parce qu'il envoie une image plutôt négative du féminisme. Donc ça, c'est un peu pour vous mettre en contexte. Donc il y a tout un ensemble de réactions face à ces inclusions relativement nouvelles. Et on voit que c'est la rapidité avec laquelle on est passé de rien à beaucoup, ça provoque des réactions, ce qui permet de repérer un certain phénomène culturel, de le capturer presque, parce que voilà, les œuvres artistiques, elles mobilisent autrement les pratiques sociales, et donc on les perçoit beaucoup plus. Elles nous sursensibilisent en quelque sorte, ce qui leur donne un privilège interprétatif. Donc, pour citer donc, le théoricien de la littérature Éric Méchoulan, en les analysant, nous aurons une investigation sur des pratiques sociales qui apparaissent plus facilement, de manière plus évidente ou bien de manière plus problématique. En ce sens, cela en fait des terrains d'enquête privilégiés. Par exemple, dans La Reine des Neiges, dans La Reine des Neiges, il y a un écart entre le premier film, qui est sorti et le second, sorti en 2019, dans un très bref laps de temps. On a la soudaine apparition de personnages non blancs, donc passant d'une population entièrement blanche dans le 1 à une population majoritairement non blanche dans le 2, ce qui crée des paradoxes intradiégétiques. Et ça dévoile, selon moi, quelque chose sur la rapidité des changements d'une époque, avec une inclusion rapide, réactive, c'est-à-dire qui réagit à des changements culturels sans nécessairement bien les saisir. Dans La Reine des Neiges 2, voilà, on a la prise en compte des critiques de blanchissement de la culture marocaine qu'il y avait par rapport au 1. Et de même, dans Cendrillon, ça s'appuie un peu sur une certaine croyance que c'est ça que cherche le public jeune aujourd'hui, des récits féministes très appuyés. Mais est-ce qu'on peut appeler ça féministe? C'est une question. Ceci est peut-être dû plus globalement à une rapidité d'évolution due à l'époque et à une proximité entre fans, créateurs, créatrices en lien avec Internet et qui donc favorise ce type de contenu. Donc, il me semble important d'intégrer ici le fait que les spectateurs et spectatrices cibles principaux de ces œuvres, c'est les enfants. Et donc, dans la mesure où voilà, c'est des films qui ont une importante dimension utopique, moralisatrice et formatrice de la jeunesse, c'est pas rien d'inclure ou non des questions de discrimination. D'une part, parce que acter que ces discriminations existent, ça permet aux enfants d'en prendre conscience, ou en tout cas d'avoir envie que les enfants prennent conscience et de les sensibiliser à ces sujets.
mais d'autre part, projeter un univers utopique où ces discriminations n'existent déjà plus, c'est peut-être aussi chercher à projeter vers le futur, incarné par les enfants, que c'est ceci la société qu'on souhaite voir advenir. Donc, pour ces raisons, le contexte, il est important à prendre en compte, puisque les œuvres seules, elles ne suffisent pas à comprendre les discriminations d'une société. Et c'est dans leur dialogue avec le contexte, donc à étudier avec les évolutions socioculturelles, la réception des spectateurs, spectatrices, et les discours, les interviews des créateurs, créatrices. C'est tout ça pris en compte que ça prend du sens. Et ça permet d'appuyer la différence entre le film et l'extérieur du film, puisque pour pas se leurrer, c'est le fait que l'inclusion ou l'égalité à l'écran, ça ne signifie pas qu'on a moins de discrimination dans la société. Au contraire, il faut prendre en compte l'important backlash qu'il y a eu en ce moment face aux avancées sociales aux États-Unis, et ainsi les violences à l'encontre à la fois des œuvres et les violences légales, morales, physiques envers ces communautés discriminées dont il est question. Donc, c'est crimes homophobes ou racistes, féminicides, lois répressives, polémiques, moqueries, rejet de ces films. Voilà, donc dans un contexte d'hypervisibilité, de surmédiatisation de ces sujets, c'est important de s'interroger sur ces évolutions et sur les importants rejets qu'elles provoquent. Par exemple, qu'est-ce que la publicisation à outrance de récits féministes crée dans la population états-unienne en termes de rejet, de réception négative du féminisme et donc de violence. Donc voilà, pour ça, je regarde comment, en termes de narration, de dialogue, de costume, de musique, les personnages féminins, LGBT et non blancs sont intégrés. Je compare avec les versions précédentes, cinématographiques comme littéraires, parce que les changements, ils disent quelque chose de... On cherche en quelque sorte les liens avec la littérature et les représentations du passé, et plus particulièrement du Moyen Âge, et quelle est la fonction de ces éléments médiévalistes. Ils font référence à quelque chose de négatif, de positif, en lien avec voilà, la tradition, l'ordre, les normes. Est-ce que c'est pas quelque chose d'oppressif, de libérateur, et comment est-ce que ça s'articule avec les éléments plus modernes? Parce que l'intérêt de ces œuvres de contes de fées, c'est que c'est en fait des œuvres très uchroniques, donc qui mélangent plein de références temporelles, et donc il y a un dialogue entre plusieurs périodes qui ont une valeur symbolique. Donc bien sûr, dans une représentation fictive du passé, comme c'est souvent le cas ici, la discrimination de certains groupes de population, elle ne reflète pas du tout une réalité historique, mais des choix narratifs. Donc, il ne s'agit pas tant de parler du passé, évidemment, que de soi-même, de dire quelque chose sur sa société en lien avec une certaine vision de son propre passé. Et donc, il y a une volonté d'historicité ou non, et ici, bien sûr, non, très souvent, mais en tout cas, une œuvre qui représente des éléments qu'elle associe à une période passée, ça cherche avant tout à se situer par rapport à ce passé. Elle est en rupture ou en continuité, et ces ruptures et ces continuités peuvent elles-mêmes prendre des formes très diverses, que le passé peut incarner des valeurs positives ou négatives, non seulement suivant qui regarde, mais aussi de comment on regarde. Par exemple, si on prend le Moyen-Âge, il peut y avoir une sorte de fantasme écologique pré-industriel, mais aussi un désir de rupture par rapport à une période souvent perçue comme oppressante, expliquant en général des oppressions de classe, de genre, de sexualité, de religion, etc. Donc voilà, une même personne peut avoir ces deux rapports-là par rapport au Moyen-Âge, et on n'est pas nécessairement dans un tout rejet, tout désir. Donc, évidemment, les films et séries voilà, de contes de fées, ce n'est pas du tout des documents historiques. Au contraire, donc, ils mêlent des référents temporels très divers. Et donc, leur étude, et notamment celle du Moyen-Âge, elle éclaire voilà, la façon dont les États-Unis se pensent dans l'espace et le temps. Parce que le Moyen-Âge est communément un cadre référentiel, historique, idéologique, identitaire, parce qu'il véhicule un peu une forme de tradition. C'est un peu souvent ça qui est associé, et un système de normes venues du passé. Donc la distance géographique des États-Unis, elle ne les exclut pas du tout de ce cadre référentiel. Au contraire, le Moyen-Âge européen, il joue un rôle vraiment crucial dans la construction nationale états-unienne. Donc, il est souvent perçu comme une ère restrictive en termes de liberté, et donc c'est comme ça qu'il a longtemps été représenté. Ce genre de représentation n'a pas disparu, et il incarne encore souvent des schémas traditionnels par rapport auxquels les œuvres se situent en continuité, en rupture. Ce qui change surtout, c'est voilà, ces dernières années qu'on est beaucoup dans l'opposition, ou en tout cas la recherche de modifications en profondeur. Donc, dans ce contexte, on a un certain nombre de paradoxes qui apparaissent parce que dans l'adaptation, la réécriture, la transposition de récits et de genres cinématographiques préexistants. Donc, il y a un premier paradoxe qui apparaît que je remarque avec le fait que les marques d'oppression tendent à s'effacer, mais les plaintes d'oppression, c'est-à-dire le fait que les personnages en parlent, sont quant à elles toujours présentes, voire encore plus présentes. Si on prend par exemple le film Maléfique, donc qui est
une adaptation, une réécriture, voilà, en prise de vue réelle de La Belle au bois dormant. Donc on a par exemple dans Maléfique 2, qui est sorti en 2019, on a la reine, qui est la mère du prince Philippe, qui se plaint de sa position inférieure au roi. Donc parlant d'un tableau, le roi lui dit euh, Ingrid, you see where I've had you placed right behind me. Et ce à quoi elle répond And that's where I always be. Donc là, elle a l'air de se plaindre du fait qu'elle sera toujours derrière le roi, ce qui est une remarque d'une certaine oppression. Or, dans le film, rien ne montre qu'elle occupe une position effectivement inférieure au roi, ni d'ailleurs aucun personnage féminin. On est au contraire dans un univers très égalitaire. Et donc cette plainte-là, dans le film, euh, est une sorte de paradoxe intradiégétique. De même, dans La Petite Sirène de 2023, on a une sorte de critique qui sort un peu de nulle part du corset et des talons, donc de la volonté de se libérer de ces symboles-là, mais dans un royaume, dans un univers qui est très égalitaire et où il n'y a pas de sexisme. Et un royaume, donc d'ailleurs une reine règne sur ce royaume, et d'ailleurs une reine noire dans un univers qui transpose toujours avec des référents temporels flous le célèbre conte de fées de la petite sirène, mais à l'époque de la colonisation des Caraïbes, mais sans colonisation, euh, avec à la tête du royaume une reine noire qui vit dans un château d'allure plutôt médiévale. Pour donner encore un autre exemple, dans la série Once Upon a Time, la mère de Regina, donc, que vous voyez là à l'écran, en fait, elle apparaît d'autant plus monstrueuse dans son désir de marier sa fille qu'il n'y a concrètement rien qui empêche son ascension. Le mariage n'est pas du tout obligatoire dans cet univers et il y a d'autres alternatives pour l'élévation sociale. Et d'ailleurs, Regina, elle deviendra la reine à la fin du récit parce qu'elle est aimée de tout le monde. Donc, l'idée d'une mère qui veut obliger sa fille à se marier pour l'élévation sociale, dans ce contexte de la série, n'a plus de sens. Donc, on retrouve aussi ça dans La Reine des Neiges où Elsa incarne un peu une icône féministe mais plutôt à l'extérieur du film, puisque la chanson Let It Go a été interprétée à la fois comme une chanson de libération féminine et comme une allégorie, une chanson de sortie du placard d'une personne homosexuelle. Or, rien de tout ça n'apparaît à l'écran. Elsa évolue dans une société qui critique le sexisme, mais elle n'est pas sexiste. C'est d'ailleurs Elsa qui dit à sa sœur qu'elle n'a pas à se marier avec les filles devenues, un commentaire qui ne peut prendre son sens qu'en lien avec les films Disney précédents et pas du tout dans l'univers du film où concrètement il n'y a aucune obligation pour les personnages. Donc, La Reine des Neiges, c'est aussi un exemple intéressant parce que, bon, voilà, il y a cet écart que j'ai mentionné tout à l'heure entre le premier film sorti en 2013 et le second en 2019, où on a, voilà, cette inclusion soudaine de personnages non blancs. Donc, cette inclusion, elle est double. D'une part, on a le film intègre une diversité culturelle avec l'apparition des North-Souldra, qui sont un peuple fictif, inspiré de la population réelle nordique des Samis. Et d'autre part, on a donc le royaume d'Arendelle qui accueille désormais une population multiethnique qui semble provenir de divers horizons. Mais le territoire des North-Souldra, dans ce film-là, il est envahi par Arendelle, dont le roi souhaite construire un barrage dans la forêt. Cet acte colonial, il n'est pas anodin dans le contexte des États-Unis, dans le film états-unien en tout cas, parce que, voilà, on peut se dire que les North-Souldra peuvent faire écho aux natifs américains, mais un problème apparaît dans la volonté de parler de colonialisme à partir d'une culture populaire états-unienne qui souhaite se représenter comme égalitaire et multiculturelle. Les soldats d'Arendelle comprennent ainsi plusieurs personnages non blancs, mais colonisent le territoire de Nostra. Donc on a un paradoxe qui apparaît, c'est comment la société qui est censée incarner le colonialisme blanc dans la Reine des Neiges, est-ce qu'elle peut être multiculturelle et égalitaire? Il me semble que ce paradoxe, il apparaît au croisement d'une utopie médiévaliste états-unienne blanche, qui est ancrée plutôt dans une tradition cinématographique qui date des premières décennies, on pourrait même dire presque du premier siècle du cinéma, et qui apparaît encore dans La Reine des Neiges, et d'une utopie médiévaliste états-unienne multiculturelle plus récente que Disney incorpore dans La Reine des Neiges. J'observe ensuite, donc, voilà, en fait, il y a une certaine récurrence dans les différences d'intégration en fonction des communautés concernées. Donc, on a le féminisme, dans être mis en récit et surreprésenté, mais dans des sociétés ultra sexistes. Ensuite, on a des personnages non blancs de plus en plus inclus, mais ex nihilo, c'est-à-dire un peu sans mise en récit, ils apparaissent un peu soudainement. Il n'y a pas de récit de libération comme on a pour les personnages féminins, par exemple. Et enfin, on a les identités de genre et de sexualité qui sont, quant à elles, encore
très effacés et très invisibilisés. Donc, il y a certes évidemment des personnages qui appartiennent à plusieurs communautés minoritaires qui croisent, disons, en quelque sorte, plusieurs actes de discrimination, mais ces mêmes personnages ont certains traits qui sont mis en avant plus que d'autres. Donc, cette distinction me semble plutôt pertinente. Par exemple, euh, dans le Cendrillon de 2021, le fait que c'est Camila Cabello qui incarne Cendrillon, qui est donc une chanteuse latino, c'est invisible dans le récit, elle ne souffre jamais de racisme. Par contre, elle est au cœur d'un récit féministe très appuyé et elle souffre beaucoup du sexisme qui, dans le film, l'empêche de vivre son rêve. De même, dans La Petite Sirène, il n'y a jamais de problème de racisme, mais du sexisme, oui, euh, puisqu'il y a donc voilà, toute cette histoire de corset, mais qui n'est jamais vraiment très bien expliquée. Donc voilà, l'aspect un peu occidentale et médiévaliste de la libération féminine le rattache aussi souvent à un féminisme blanc. Par exemple, dans La Reine des Neiges, là, elle se libère d'un Moyen-Âge européen symbolique. Euh, et de même dans Cendrillon et la Petite Sirène, les personnages se libèrent d'oppressions associées plutôt à l'Occident et plus spécifiquement à l'Europe, voilà, avec des référents temporels allant du Moyen-Âge au XIXe siècle. Par exemple, dans plusieurs récits, cette libération, elle passe par l'évolution du vêtement, et notamment avec le rejet du corset, qui voilà, lui aussi est européen et souvent associé dans ses œuvres à l'oppression féminine et plus étrangement au Moyen Âge, le corset n'étant pas un élément du vêtement médiéval. Donc on observe ici un glissement un peu paradigmatique chez plusieurs de ces personnages féminins, comme Mérida dans Rebelle, Elsa dans La Reine des Neiges, Cendrillon dans le film éponyme, ou même dans une moindre mesure des personnages de Once Upon a Time, Maléfique, Sirène. Donc c'est l'évolution des costumes permet aux personnages de traverser symboliquement les époques. Par exemple, dans La Reine des Neiges, donc qui est censé un peu se dérouler dans une sorte de Norvège, royaume norvégien entre la fin du Moyen Âge et le 19e siècle, quand Elsa elle est encore oppressée, elle porte une robe d'inspiration médiévaliste qui est un mélange entre le bunad norvégien, donc je vous ai mis un exemple, euh, mais on trouve aussi également des orfrois qui sont des bandes de broderie d'or et une chintz, donc une robe enserrée d'une ceinture et surplombée d'une cape. Donc Elsa, elle porte ensuite une robe plus courte suite à sa première libération et enfin un legging à paillettes à la fin du deuxième opus, figurant sa libération finale. Euh, un autre exemple, dans la version très uchronique de Cendrillon 2021, la fée marraine donne à Ella, donc Cendrillon, un habit de femme d'affaires, parce que l'œuvre elle tourne autour d'un récit féministe de femme d'affaires où le rêve américain est transposé dans une Europe oppressive. Et enfin, donc, le dernier exemple, dans Rebelle, qui est censé se dérouler dans l'Écosse du Xe siècle, Mérida déchire sa robe et se plaint de son corset trop serré. Donc, les cheveux ont aussi une place importante chez Mérida, parce que sa chevelure rousse, indomptable, elle figure aussi sa libération, qui est une caractéristique qu'elle partage avec Elsa, dont les cheveux sont aussi lâchés à la fin du deuxième. Donc, à l'exception du film Ella au pays enchanté, qui est la seule mention que j'ai trouvée d'une discrimination vraiment ouvertement d'une critique d'une discrimination ethnique et culturelle, le sexisme, il est bien plus mis en avant dans ces récits que le racisme. En termes quantitatifs, on a bien sûr une intégration en forte augmentation, mais si on regarde la façon dont ces personnages sont intégrés, c'est très différent. Et donc, si c'est différent, voilà, moi, ça, en tout cas, ça m'interpelle, ça m'appelle à me demander pourquoi. Et est-ce que ça ne dit pas quelque chose de la société états-unienne? Donc voilà, parce que ce schéma, on le retrouve beaucoup dans beaucoup d'adaptations de contes de fées, d'une société voilà, à la fois égale en termes ethniques et inégale en termes de genre. Et ça semble être de plus en plus courant. Euh, et ici, donc voilà, les différentes époques, elles sont utilisées comme des outils métaphoriques pour illustrer un récit féministe. Et le Moyen Âge est parfois plus ou moins assimilé avec des siècles qui se situent ensuite, 16e, 17e, voire même 19e. Il représente une époque oppressive pour les femmes dont elles doivent se libérer par la modernité. Donc on peut dire en quelque sorte que le racisme et le sexisme sont traités de façon un peu opposée dans ces œuvres, puisqu'on a voilà, un multiculturalisme qui apparaît ex nihilo, et c'est particulièrement visible dans La Reine des Neiges 2, et où les personnages féminins, eux, ils doivent se battre pour leur liberté dans des sociétés très sexistes. Donc voilà, par exemple, dans Cendrillon, les femmes sont très oppressées, n'ont même pas le droit de travailler, mais il semble n'y avoir aucun racisme dans cette société qui est très
multiethnique, multiculturel. Donc, dans La Reine des Neiges 2, Arendelle semble, donc c'est finalement le nom du royaume, semble être un royaume multiculturel, mais le film traite d'un sujet sensible et assez novateur pour un film Disney, à savoir la colonisation. Dans ce film, Elsa et Anna traversent la forêt enchantée, où des soldats du royaume d'Arenelle de la tribu Northundra ont été figés dans le temps, emprisonnés depuis 34 ans dans un conflit non résolu. Les deux sœurs apprennent qu'une guerre a éclaté entre eux pour la construction d'un barrage au milieu de la forêt. Mais les deux camps ne sont pas d'accord sur qui a commencé. Pour découvrir la vérité, Elsa remonte le cours de l'eau jusqu'au pôle Nord et elle découvre les crimes de son royaume, où donc, il y a 34 ans, son grand-père a fait une fausse offre de paix aux Northundra pour les soumettre en affaiblissant leurs ressources. Dans un article pour Podcast que j'ai trouvé intriguant, il y a la journaliste Meg Hanson écrit La Reine des Neiges 2 vise à modifier la société d'Arendelle en mélangeant une tonne de magie de peuples indigènes et de mensonges des colonisateurs blancs. Cependant, les colonisateurs d'Arendelle ne sont pas blancs, du moins pas entièrement. Par exemple, le bras droit du roi, le lieutenant Decimaster, est un soldat noir qui l'accompagne dans son invasion du pays. Et de plus, si on s'attarde un instant sur les colons, dans la scène où le roi Runard rencontre le chef de Northundra, on remarque que donc, les colons sont peu blancs. Donc, comment expliquer cette journaliste, et comme d'autres d'ailleurs, aient pu penser que les colons de la Reine des Neiges étaient blancs, probablement par association, parce qu'il me semble que le film lui-même pense que ces colons sont blancs. Et en traitant le royaume d'Arendelle comme un royaume médiévaliste européen, le film les projette dans un rôle de colonisateur et qui entre en conflit avec son désir d'inclure des personnages non blancs au sein de ce royaume. Donc on a l'ajout des deux, le désir de parler de discrimination, mais aussi le désir d'inclusion, d'effacement des discriminations. C'est un récit paradoxal. Et enfin, donc, les personnages LGBT dans ces œuvres sont minimes, secondaires ou effacés. C'est justement de personnages secondaires et ou qui apparaissent tardivement dans des œuvres dérivées, encore qui sont mis en discours par les créateurs et les créatrices, par exemple Elsa. Il n'y a évidemment rien à l'écran, mais beaucoup d'interviews de la créatrice, de l'actrice qui en parle. Donc voilà, très souvent, il s'agit davantage d'un sous-entendu et qui est plutôt pris par la façon dont le personnage s'habille ou se comporte que d'une réelle représentation d'une mise en récit d'identité ou d'orientation. Donc, à partir de ces observations, comment comprendre ces écarts de représentation euh, Donc, il me semble que peut-être que ces différences d'inclusion pourraient traduire la différence ou un rapport différent à ces communautés dans la société états-unienne. Donc, d'abord, on a l'importance des récits de libération féminine. Donc, cette augmentation voilà, de films et séries qui mettent en avant des récits féministes pourrait être comprise à la lumière de l'évolution de la place du féminisme dans la société états-unienne. Après être longtemps perçu de façon négative, le féminisme a augmenté en popularité ces dernières années, dans les années 2000, et surtout dans les années 2010, où on pourrait presque dire qu'il est devenu cool ou à la mode. Bien sûr, dans l'industrie cinématographique, toutes les femmes célèbres d'Hollywood sont unies sous la bannière MeToo, mais cette popularité du féminisme, elle s'est aussi accompagnée d'un backlash misogyne important. Par exemple, en 2022, on a eu l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade qui légalisait l'avortement dans tout le pays. Donc les cinémas, ils jonglent entre plus d'inclusivité, mais aussi plus de rejet d'inclusivité. Et de plus, si le féminisme devient à la mode, l'instrumentalisation du mot amène à s'inquiéter sur son détournement, sa dénaturalisation et sa perte de sens. Par exemple, en 2015, la journaliste Amanda S. reproche que, je cite, stepping up to claim oneself as a feminist used to be somewhat meaningful, but now been flattened and reduced to its most benign interpretation. Donc, le féminisme devient ainsi une marque de fabrique, un produit de vitrine, une image qui se vend bien, un peu comme le New Do Calling Yourself a Feminist du magazine Glamour en 2013 pour vendre des produits de bain. Donc voilà, la perte de sens, elle passe également par la définition donnée au féminisme. Par exemple, la chanteuse Katy Perry, elle dit là, le féminisme just means that I love myself as a female and I also love men. Plus récemment, on peut aussi citer l'histoire des quotas des Oscars qui ont fait énormément polémique, parce qu'ils sont à la fois très peu restrictifs, peu inclusifs et enfin peu utiles, cette inclusion de façade et les rejets qu'elle a provoqués,
illustre les inquiétudes vis-à-vis d'un féminisme à la mode de vitrine publicitaire. Donc, si les films et séries sont plus inclusifs, il y a un décalage qui persiste entre le discours féministe et le contenu féministe. Donc, ce contexte, il permet peut-être d'éclairer le décalage qu'on retrouve entre les discours féministes creux dans certains films, comme Cendrillon, Maléfique, où on a une volonté de faire des commentaires sur un sexisme qui est soit pas représenté, comme dans Maléfique, soit vidé de son sens, comme dans Cendrillon. Donc, ça pose la question, est-ce qu'un film féministe, c'est celui qui enseigne un récit de libération féminine, qui montre les souffrances et les combats de ces, des personnages féminins ou qui représentent des personnages féminins qui critiquent le sexisme? C'est un film dans lequel le sexisme n'existe pas ou est effacé. Est-ce qu'on ne peut finalement pas, sans juger le contenu que la façon dont il est mis en scène? Et peut-être que voilà, une comparaison avec la façon dont les autres minorités minoritaires sont intégrées peut aider à réfléchir. Puisque, en effet, donc, comme on l'a vu, l'inclusion de personnages non blancs, elle a beaucoup augmenté, mais euh, il ne reste pas de récit de libération dans les films pour enfants, contrairement au récit de libération féminin. Donc, comment le comprendre? L'exemple de La Reine des Neiges est assez intéressant pour réfléchir parce qu'il cherche à parler de colonialisme, mais son histoire sépare le colonialisme du racisme, puisque le monde de La Reine des Neiges, il est d'une part égalitaire et multiculturel, et d'autre part colonial et destructif. Donc, ce phénomène, il pourrait être relié au concept de colonial unknowing, ou des connaissances coloniales, qui est développé par Manu Vimalaseri, Juliana Uteg et Alyosha Goldstein, et fait référence à la manière dont les enchevêtrements de la racialisation et de la colonisation sont dissociés en pensant la seconde séparément de la première. Donc, je vais vous citer, je vous traduis en français. Donc, en Amérique du Nord, le manque prédominant de reconnaissance ou d'engagement vis-à-vis de l'histoire et des relations contemporaines du colonialisme n'est pas simplement une question d'amnésie collective ou d'omission. L'ignorance coloniale s'efforce de rendre inintelligibles les enchevêtrements de la racialisation et de la colonisation, en occupant l'historicité mutable des structures coloniales et en attribuant une finalité aux événements de conquête et de dépossession. Donc, dans La Reine des Neiges 2, il semble que l'enchevêtrement de la racialisation et de la colonisation est ignoré parce que le film crée deux récits paradoxaux qui les séparent. D'une part, une société racialement aveugle et égalitaire, et d'autre part, une colonisation basée sur l'économie. Avec ces deux récits, le film sépare le racisme du colonialisme, créant aussi ce qui pourrait être perçu comme une ignorance coloniale. Donc Disney a souvent été critiqué pour avoir réécrit l'histoire comme le triomphe des valeurs de la classe moyenne américaine, l'histoire indifférente à la race, la classe et au conflit social. Mais La Reine des Neiges, il semble plus nuancé sur ce sujet. Plutôt qu'être indifférent à tous les conflits, euh, il ne représente pas toutes les minorités de la même manière. Le féminisme est au cœur du récit, tandis que le multiculturalisme est inséré ex nihilo comme s'il avait toujours existé, ce qui est d'autant plus paradoxal qu'il était absent du premier film. Ce phénomène, il pourrait être éclairé par l'analyse que fait Judith Butler de la société américaine dans son livre Precarious Life. Dans cet ouvrage, elle développe le concept de grievable death, ou mort endeuillable, où elle affirme en fait que les États-Unis pleurent pas tous leurs morts de la même manière. Je cite, certaines formes de deuil sont reconnues et amplifiées au niveau national, tandis que d'autres pertes deviennent impensables et impossibles à pleurer. Donc, dans des œuvres cinématographiques comme La Reine des Neiges, Once Upon a Time, Cendrillon 2021 ou La Petite Sirène 2023, le féminisme il est amplifié et glorifié comme un combat que les femmes américaines ont mené pour gagner leur liberté, alors que les morts causées par le racisme sont impensables parce qu'elles menacent l'unité nationale. En effet, les accepter mettrait en lumière l'origine génocidaire du pays, ce qui les rend impensables et donc irrécupérables. Ainsi, bien que La Reine des Neiges 2 parle de colonialisme, elle le fait d'une manière qui ne menace pas la construction nationale, c'est-à-dire dans une projection états-unienne multiculturelle et égalitaire. C'est donc un décalage, une question étrange à regarder. Donc le médiévalisme et le colonialisme peuvent être rapprochés en ce qu'ils traitent tous deux du passé, mais un passé qui est privé de son aspect historique pour faire naître un fantasme iconique et utopique. En effet, la colonisation de l'Amérique est un événement post-médiéval. Ne peut donc paradoxalement pas apparaître à une période médiévaliste. De plus, la construction du barrage, qui est à l'origine dans le film de l'invasion du territoire des Nassau-Bras, elle s'inspire d'un événement des années 1970. Et si on prend les soldats, ils sont eux-mêmes très uchroniques, mêlant un costume militaire du 19e siècle à des armes plutôt médiévales.
Donc, cette juxtaposition d'influence et d'époque, elle crée un décalage, non pas tant en raison de ses anachronismes, puisque c'est un film qui est voilà, avec un univers magique, chronique assumé, mais de ses contresens fictionnels. Puisque l'univers du premier film possédait un mélange d'inspiration allant du Moyen Âge à l'époque moderne, mais il s'appuyait aussi plus largement sur l'univers des contes de fées Disney développé à partir d'une construction médiévaliste européenne blanche qui commence avec Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois dormant, et auquel s'ajoutent des influences dans la fantasy qui est aussi traditionnellement médiévaliste, européenne et blanche. Donc le changement de cet univers et ce entre-deux films, ça crée un décalage, voire un conflit, une sortie de la fiction, et le tout s'effectuant sans explication, un peu comme un changement d'acteur ou la convention implicite, que tout le monde fasse semblant que l'acteur n'a pas changé. Donc ici, on passe d'un royaume blanc à un royaume multiculturel entre deux films, sans explication aucune, mais en construisant un scénario où le royaume d'Arendelle joue le rôle du méchant colonisateur, un rôle qui devient paradoxal avec cette nouvelle figure égalitaire et multiculturelle. En incluant ex nihilo des personnages non blancs dans un univers médiévaliste, le premier film, comme les autres films Disney précédents, avait toujours représenté le blanc, La Reine des Neiges 2, elle cherche à projeter à l'écran le multiculturalisme états-unien, mais sans remettre en question l'héritage blanc et occidental des films de contes de fées états-uniens. Ainsi, quand Arendelle colonise les Northra, c'est par son assimilation à un royaume blanc européen et passéiste. Mais si c'était plutôt vrai dans le premier film, dans le 2, c'est plus du tout le cas, parce qu'on est dans le miroir d'une image idéale de la société multiculturelle états-unienne actuelle. Donc le film, il est dès lors un peu partagé entre le souhait de créer une utopie états-unienne multiculturelle et celui de parler de ces crimes passés tels que la colonisation. Donc ce paradoxe qui met en évidence, il me semble, la difficile, voire impossible réconciliation du multiculturalisme états-unien avec le passé colonial du pays. Donc parler des crimes du passé est alors impossible parce que dans l'Uchronie utopique du film, la réconciliation, elle a déjà eu lieu, projetée dans un temps précédant la colonisation américaine, le Moyen Âge. Mais dans l'univers uchronique du film, où donc plein de périodes se superposent, le Moyen Âge se superpose au 19e siècle, qui lui-même se superpose au 20e siècle, ce qui crée une contradiction entre trois périodes imaginaires, le Moyen Âge blanc, le colonialisme post-médiéval et le multiculturalisme contemporain. Et ainsi, le tabou demeure, bien que le désir de parler émerge. Donc, il y a une contradiction que je trouve particulièrement bien illustrée par une phrase de l'écrivain James Baldwin, où il dit All the stories are designed to reassure us that no crime was committed. On parle certes ici des films de cow-boys, mais je pense que sa phrase, elle est pertinente dans le contexte des films médiévalistes, parce que tous deux participent à la création du mythe américain. Dans La Reine des Neiges 2, ça se fait en projetant les États-Unis dans un lieu, une époque antérieure au moment où ces crimes ont été commis, un Moyen-Âge utopique. Ce dernier peut prendre la forme d'un Moyen-Âge blanc, mais aussi d'un Moyen-Âge multiculturel, de projection utopique de la nation états-unienne. Donc, dans La Reine des Neiges 2, les personnages y vivent sur un pied d'égalité dans l'univers médiévaliste du royaume d'Arendelle, projetant voilà, un idéal multiculturel où les crimes de l'esclavage et du génocide n'existent pas. Mais contrairement à d'autres films similaires comme Cendrillon ou La Petite Sirène, La Reine des Neiges, il introduit aussi l'idée de colonisation, qui crée une représentation paradoxale dans laquelle l'injonction de mémoire et de réparation des crimes passés croisent le souhait d'effacement et de réconciliation. Donc, passant voilà, d'une représentation d'un Moyen-Âge blanc à un Moyen-Âge multiculturel, les films et séries font de faits récents, ils semblent vouloir favoriser la tolérance à l'égard de la diversité, mais ils restent silencieux sur certains crimes de la colonisation, du génocide et de l'esclavage, une inégalité qui demeure en comparaison au récit de libération féminine en forte augmentation. Donc, ça pourrait montrer la persistance d'un tabou aux États-Unis, puisque voilà, même La Reine des Neiges, on parle dans une société multiculturelle où la critique de l'impérialisme blanc est fortement atténuée et détachée d'une contextualisation historique. Donc, ça dévoile une réception confuse et complexe aux États-Unis, et ça amène à se demander est-ce que ce paradoxe entre colonialisme et multiculturalisme, il n'interroge pas la possibilité coloniale aussi d'un pays multiculturel, reflétant l'impérialisme états-unien contemporain, qui est un pays qui se veut pourtant voilà, multiculturel et égalitaire. Je m'interroge aussi sur le lien à l'enfance. Comment comprendre cette gêne à montrer du racisme qui n'existe pas pour montrer du sexisme. Donc, il y a peut-être aussi une piste dans la façon dont certaines formes sont introduites à travers plutôt la xénophobie, la discrimination de d'autres espèces, puisque dans Shrek, c'est plutôt les ogres qui sont des créatures non humaines qui sont rejetées, discriminées. Dans Ella au pays enchanté, c'est les géants, les ogres et les lutins. Dans Maléfique, c'est les fées. Et dans La Reine des Neiges,
c'est aussi leur lien à la magie qui rend Les Northundra et Elsa terrifiants. Donc peut-être que ces récits servent à édulcorer le rejet ethnique pour les enfants en créant une mise à distance par le rejet de créatures inexistantes non humaines et qui visent ultimement à proposer une critique des êtres humains. Et enfin, donc, sur la difficile intégration de la sexualité, je vais passer plutôt rapidement, mais donc il y a une augmentation, certes, comme on l'a vu, mais il y a beaucoup de mal à ce que ce soit intégré dans les films et séries pour enfants. Donc c'est possible que ce soit aussi parce que c'est des identités non visibles, et donc c'est plus facile de construire un discours où on croit qu'elles n'existent pas chez les enfants. Ce serait difficile évidemment de soutenir qu'il n'y a pas de filles chez les enfants. Donc c'est leur invisibilité qui pourrait expliquer qu'ils n'ont pas la même place que les deux autres communautés dont j'ai parlé. Et c'est un sujet qui est aussi intrinsèquement lié à la question de l'enfance. Et souvent, c'est à travers ça qu'on va essayer de le censurer. Euh, j'ai peu de temps, mais je vais passer rapidement. Donc déjà, il y a la croyance que les orientations non hétérosexuelles, euh, ça permet en fait, ça permet de construire un discours sur leur possible contagion. Et on peut se référer ici à l'étude que fait Judith Butler sur l'aspect contagieux de l'homosexualité. Pour elle, la régulation évoque un discours performatif, c'est-à-dire que non seulement la parole exécute la sexualité, mais qu'elle transmet la sexualité par la parole, et que ce mécanisme, il repose pour elle sur une fantaisie paranoïaque qui, en entendant je suis homosexuel, croit entendre je te veux sexuellement. Ok, une intention désirante qui est attribuée à l'énoncé et qui investit du pouvoir contagieux. Donc voilà, si un enfant regarde un film avec un personnage homosexuel, il est impliqué dans cette sexualité, communiqué et transféré. Voilà, il y a un danger de contagion pour les enfants. Euh, Ensuite, si on regarde plutôt du côté de Foucault, il y a l'idée aussi que les identités de genre et de sexualité seraient indissociables de la sexualité et que donc il y aurait un côté dangereux pour les enfants. Et pour Foucault, c'est par la sexualisation, c'est-à-dire l'acte de sexualiser, là où il n'y a pas de sexualité, que l'homosexualité, elle est construite comme dangereuse pour les enfants. Et on retrouve cette idée dans les films où il y a plusieurs personnages de méchants sous-texte homosexuel. Euh, on la retrouve aussi dans tout un ensemble de commentaires qui associent voilà, la sexualité à l'homosexualité. Et que donc, ce serait dangereux pour l'enfance, puisque étant par essence sexuelle, sa représentation ne peut être associée qu'à la sexualité et à la perversité. Voilà, donc pour conclure, en fait, finalement, cette sexualisation abusive des enfants, elle vient du regard que les adultes ont sur celle-ci. Euh, voilà, puisque c'est en désexualisant qu'on sexualise, pour toujours citer Foucault. Et donc, ça pose la question non pas de quoi, c'est-à-dire de qu'est-ce qui est objet de ce regard, mais de qui, c'est-à-dire qui exerce ce regard, cette censure. Et voilà, je voudrais finir avec peut-être un commentaire qui peut illustrer ce phénomène, qui est celui du pasteur Kevin Swanson sur La Reine des Neiges, qui reproche non seulement l'homosexualité d'Elsa de contaminer les petites filles, mais il s'inquiète aussi de ce que le film fait l'apologie de la bestialité par la relation entre Christophe et son reine Sven. Or, l'interprétation homosexuelle du rapport entre un humain et un reine vient non pas de l'intention du dessin animé, mais vraiment d'une sexualisation dans le regard de la personne qui parle, qui dit davantage quelque chose sur la personne que l'œuvre en elle-même. Voilà. Merci de m'avoir écouté.